Bien, le bonsoir. On se retrouve encore sur un nouvel épisode du Codes où je vais partager ma perspective unique sur des questions que je vais aborder. Eh bien, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment intégrer la gratitude dans votre quotidien? Gratitude. Il y a, je pense que je ne connais qu'une seule approche pour le faire. C'est généralement, vous allez disons, vous allez décider au fait du moment en fait où vous allez le faire. Vous allez faire on peut appeler ça un exercice de gratitude. On peut appeler ça comme on veut. Ça peut être le matin au réveil et le soir au coucher, idéalement, à ces deux moments-là. Je pense que si je devrais choisir, c'est-à-dire si l'on me demande, ok, lequel de ces moments-là je préférerais, si c'est à choisir entre ces deux, pour plus d'impact, je vais dire le soir au coucher. Et si, et dans cet état d'esprit-là, lorsque vous le faites le soir au coucher, l'idéal serait de le faire et de susciter suffisamment de ressentis associés à la gratitude et de se laisser endormir dans cet état. C'est en ce moment-là que les choses vont se faire, certaines choses vont se mettre en place et qui vont impacter le jour suivant, ainsi de suite. Donc, idéalement, la dernière chose avant de dormir, ou l'une des dernières choses avant de dormir, si vous le pouvez le matin, et si vous le pouvez aussi pendant la journée. Et pour dire vrai, en ce qui me concerne, je le fais généralement au réveil, et pendant la journée. Pendant la journée. Pas des moments particuliers pendant la journée, à n'importe quel moment pendant la journée, je peux juste être là et éprouver de la gratitude pour une chose ou pour une autre, ou me rappeler que, effectivement, telle chose de telle façon, et, et éprouver de la gratitude pour cela. Vous voyez, la gratitude, ce n'est pas forcément dire merci. Genre, répéter merci, etc. Parce que pour certaines personnes, ça peut sembler juste des mots vides. Il y a toute idée, toute phrase, toute pensée que vous pouvez associer au ressenti de la gratitude est la bienvenue. C'est pas forcément le mot merci. Pour donner un exemple, genre, supposons que, ok, il y a un truc simple ou peut-être extraordinaire qui vous est arrivé dans la journée, vous êtes, waouh, c'était extraordinaire, ou encore heureux que ça s'est passé de cette façon pour moi. C'est de la reconnaissance. Lorsque vous faites preuve de gratitude, vous faites preuve de reconnaissance. Et donc, se retrouver dans une position où l'on a de la reconnaissance pour quelque chose, c'est accepter que la chose a de la valeur pour nous, c'est avoir de l'appréciation pour la chose. Donc, lorsque vous avez de la reconnaissance, genre, des fois, je me dis, encore heureux que telle chose. Encore heureux que, encore heureux que. Vous voyez un peu, pour dire que, heureusement pour moi, que telle chose. Et le ressenti qui va c'est, encore heureux, merci, merci, quoi, vous voyez un peu. Donc, ça peut ne pas être aussi sec que, genre, merci pour telle chose. Mais ça peut être, heureusement pour moi que telle chose. Et consciemment décider d'entretenir le ressenti de ouf. Ce que cela implique que, heureusement pour moi que j'ai pu obtenir telle chose. Vous voyez un peu. Et cette appréciation, le moment que je vais passer à développer de l'appréciation pour cette chose que j'ai obtenue ou voilà, ce truc-là, génère en fait un champ de gratitude. Génère un champ de gratitude parce que c'est un merci qui ne dit pas son nom. C'est un merci qui ne dit pas son nom.
Ouais, un peu. Pour d'autres personnes, si vous vous sentez plus à l'aise juste avec le merci. Merci pour telle chose. Peu importe, merci pour cette chose, Seigneur, etc. Ça n'a pas d'importance. Qu'il en soit ainsi, procéder comme tel. L'essentiel, c'est de générer le ressenti, là. Parce que ce qui va se passer, c'est que ce ressenti-là va vous permettre et dans un épisode précédent, j'avais évoqué l'idée suivant laquelle il fallait créer, au fait, des modèles de pensée. Donc, un champ de pensée qui va constituer la charpente autour de laquelle va fluctuer, au fait, vos émotions. Et lorsque vous avez un champ de pensée associé à la gratitude, les émotions qui vont être associées vont être associées à des émotions de gratitude, ce qui va faire que au quotidien, vous allez vous évertuer à être attentif la plupart du temps aux trucs, au fait, aux événements qui impactent votre vie et qui vous emmènent à éprouver de la gratitude. Et ça va dans un état mental d'une certaine approche de l'existence qui va éventuellement vous être super bénéfique. Super bénéfique, en fait. Et parce que, en fait, les choses une seule hirondelle ne fait pas le printemps. C'est-à-dire que les choses viennent en cocktail, disons-le comme ça. Les choses viennent en cocktail. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Lorsque vous évertuez à faire de la gratitude, ce n'est pas la seule énergie constructive, positive, qui va siéger dans votre conscience. Il y aura d'autres aussi. L'optimisme aussi va venir prendre place. Bien sûr, ce n'est pas, ok, spontanément ça vient, non. Mais c'est-à-dire que, généralement, ce mode de pensée va vous être favorable pour cultiver d'autres modes de pensée similaires. Les choses de même nature s'attirent. D'accord? Donc, ce mode de pensée quelqu'un qui aura tendance à avoir de la gratitude, aura une tendance à être positif. Et donc, à entretenir des idées positives dans une certaine mesure, des champs d'idées positifs. Et donc, optimiste aussi, etc., etc. Et donc, ça va juste vous faciliter, au fait, le jeu, là. Et ce qui va faire que vous allez progressivement créer des filtres nouveaux, constructifs pour vous, à travers lesquels vous allez percevoir le monde et qui vont dicter donc votre façon d'avancer, qui vont permettre donc de créer certaines formes de changement dans le monde autour de vous pour obtenir les choses que vous voulez du monde tel que vous le voulez. Et donc, du coup, ça n'a pas tellement d'importance à qui vous adressez votre gratitude. Parce que ce qui est important, c'est qui fait preuve de gratitude, qui est en train d'émettre de la gratitude dans cet univers, c'est vous. La gratitude ne va pas changer parce que c'est à un de vos parents que vous faites preuve de gratitude, ou bien c'est à l'univers, ou bien c'est à Dieu, peu importe comment vous désirez vous l'appeler. La gratitude, c'est de la gratitude. C'est ce ressenti-là. Là où ça vous positionne dans le champ d'énergie cosmique, c'est cela, pardon, qui est important, bien entendu, pour vous. Parce que la seule personne que cela impacte, la seule personne dont cela impacte la psychologie et le champ émotionnel, c'est vous. Et une fois, je me rappelle, je suis en train de causer c'était un travail avec une personne, et la dame, elle était dans une phase, ça n'allait pas pour elle, hein. Et quand tu l'écoutes, tu sens que c'était down, quoi. Ça allait vraiment down. Et je lui ai proposé, justement, au fait, d'essayer, au fait, l'exercice de gratitude, un exercice de gratitude. Et elle dit un exercice de gratitude, c'est-à-dire, ouais, je dis oui, un exercice de gratitude, genre, tout à la fin de la journée, au début de la journée, au fait, de faire un exercice de gratitude, merci, genre, merci pour telle chose, genre, des trucs pour lesquels elle estime, au fait, qu'elle peut avoir de la gratitude dans sa journée. Et elle me dit, à qui? J'en dis merci, à qui?
Parce que le truc, c'est que pour mettre les choses un peu dans le contexte, c'est une personne qui n'a pas de croyance réelle dans la notion d'un Dieu, etc. Donc, c'était une façon pour elle de casser, au fait, ma proposition, en fait, en me demandant, ok, à qui? Euh, Bien sûr, j'ai vu son truc et je me suis dit, ok, tu veux jouer à ça, no problème. Et du coup, je n'ai pas commenté, bien que la réponse, je viens de la donner, c'est que ça n'a pas d'importance à qui. Parce que le plus important, ce n'est pas à qui, mais c'est qui est en train de faire quoi, qui est important. Pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc, je l'ai laissé dans sa posture parce que ça n'aurait pas été du tout constructif, enfin, productif voilà, d'argumenter cela dans ce contexte-là. Je laisse couler. Éventuellement, avec le temps, bon, elle s'est mieux ajustée et puis les choses vont relativement mieux pour elle, disons-le comme ça, actuellement. Donc, intégrer la gratitude à votre quotidien, c'est saisir en fait chaque occasion, enfin, chaque occasion de votre quotidien où, ok, vous observez que ça, c'est un truc super particulier pour moi pour juste dire merci. Même si ça va être peut-être merci aux gens qui ont contribué tout de suite, de façon immédiate à ce que les choses arrivent. Pas forcément aller les voir et leur dire, mais genre, dans votre cœur, en votre sein, vous pouvez écoutez. Le truc, c'est quoi? Lorsque vous obtenez quelque chose qui est important pour vous, cela vous met dans le ressenti que vous avez est unique. Lorsque ce truc-là que vous avez obtenu, vous l'avez pu l'obtenir grâce à certaines personnes, parce que la chose que vous avez obtenue a de la valeur pour vous, la gratitude que vous ressentez vis-à-vis de ces gens est ouais, c'est sain, c'est, ça va de soi, ça coule, tout simplement. Et lorsque vous êtes supposons que vous êtes en face des gens et que vous êtes en train de leur dire, ok, merci, vous le pensez vraiment. Vous le ressentez vraiment. Ce merci-là, c'est pas un merci de courtoisie, c'est vraiment merci parce que ce truc-là que tu m'as donné ou ce truc-là que tu as fait pour moi, etc. C'est un truc qui est très important pour moi. Donc, vous voyez un peu le truc. Maintenant, l'idée n'est pas forcément d'aller voir des gens pour leur dire merci, etc. Vous pouvez faire cet exercice à votre niveau pour des choses les plus banales de votre vie, ou choses les plus fantastiques ou fabuleuses de votre existence. L'essentiel, c'est d'être dans cette dynamique-là au quotidien. De dire merci. Et quelque part, plus j'observe, je me dis, dans une certaine mesure, vous voyez, là, je parle éventuellement des choses du quotidien, mais il y a des choses qui vont être plus abstraites pour lesquelles, généralement, on va vous recommander de dire merci. Et oui, je recommande aussi de dire merci. Genre, euh, personnellement, c'est un exercice que je vais faire où je vais dire merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la lumière, merci pour toutes les bénédictions visibles et invisibles, et etc., etc., etc. Et c'est un appel à de l'humilité aussi. Ça te met dans une position où, ok, tu, tu, tu te mets dans une posture d'humilité par rapport à un certain nombre de choses. Et tu rends grâce, au fait, pour ces choses-là, au finish. Et je pense que en tout pour tout, c'est une bonne attitude mentale à avoir. C'est une bonne attitude mentale à avoir. Pour certaines personnes, ça permet aussi de rester underground. Ça permet de rester, pas underground, mais genre, ancré, au fait, dans le quotidien, quoi. Quand je dis ancré, c'est pas se laisser emporter par le quotidien, mais genre, garder les pieds sur terre. Garder les pieds sur terre. Peu importe, au fait, ta position sociale, ça permet de, ok, quoi qu'il en soit, on fout tous sur la même planète, quoi. Donc, c'est un peu cela. Et avoir un certain degré d'humilité par rapport à un certain nombre de choses. Donc, pour moi, c'est cela. Qu'est-ce qui vous apporte la plus
qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie dans la vie? C'est une question. C'est simple, mais c'est difficile. Le plus de joie. Franchement, je, je peux répondre je ne sais pas et je peux répondre rien en particulier. C'est-à-dire que la joie pour moi, c'est un état que je suscite. J'en sens raison particulière. Disons que je vais être généralement joyeux. Je peux ne pas l'exprimer, mais je vais être généralement joyeux. Ce n'est pas que je vais faire preuve de non, mais intérieurement, voilà, je suis super joyeux et puis je mène ma vie. Des fois, je peux être là, parce que je suis joyeux, je vais me mettre à fredonner ou juste à danser, ou je peux juste être inexpressif. Un peu. Il n'y a pas un truc, je n'ai généralement pas, c'est-à-dire que généralement ma joie n'est pas conditionnée par quelque chose, généralement pas. Ce qui fait, c'est tellement pas souvent le cas que je n'arrive pas à me rappeler au fait d'un truc qui a fait que j'ai été particulièrement joyeux. Il y en a forcément, mais c'est pas tellement ma façon de procéder au fait. Parce que pour moi, ma joie reste ma joie. C'est un peu comme, euh, la dernière fois, je causais avec, dans le travail, j'étais en train de causer avec une personne avec qui je collaborais et avec qui je collabore. Et elle me disait que j'étais particulièrement joyeux au fait ce jour-là. Parce que bon, voilà, c'est un peu. Et j'étais surpris. Et je lui ai dit, mais j'étais en joie toute la semaine au fait. Parce qu'elle dit non, parce que comme je l'ai dit dans un épisode, quand je travaille, je travaille. Donc mon expression faciale peut être. Je suis concentré sur ce que je fais. Donc même quand je te parle, je suis littéralement dans ce qu'on est en train de faire. Et, et peut-être inexpressif ou je peux avoir la mine super sérieuse au fait. Ce n'est généralement pas fait exprès, c'est juste au fait, voilà, mon visage de travail, disons-le comme ça. Et ça peut donner l'impression que je suis énervé ou je suis pas de bonne humeur, ce genre de truc, en fait. Alors que bon, à l'intérieur, le petit gamin, il est en train de sautiller dans tous les sens de joie. Mais c'est juste qu'à l'extérieur, l'adulte que vous voyez, il a un truc à faire, il le fait jusqu'au bout. Et donc, la joie, pour moi, un état c'est un état d'être qui est quasi permanent chez moi. Il y a des moments où, voilà, où, une situation ou une autre peut faire que, ok, je pourrais être anxieux, je pourrais être inquiet, ce genre de trucs. Et donc forcément à ces moments-là, je suis pas dans un état forcément joyeux, mais en règle générale, je vais juste être joyeux. Je vais juste être joyeux. Donc, je peux pas, je ne, j'aurais du mal à associer ça à un truc bien particulier. Quoique, par exemple, je sais pas, peut-être en revoir, je ne sais vraiment pas. Pourtant, si je veux parler de trucs qui arrivent juste comme ça, qui pourraient être synonyme de joie particulière chez moi, genre, ok, une personne que j'apprécie super bien, que je revois d'un coup, ça me met dessus. Surtout si c'est une personne qui est de nature généralement joyeuse. Il y a une personne comme ça que on n'était pas particulièrement proche, mais que j'ai eu à rencontrer à un moment donné de mon existence il y a quelques années. C'est une dame qui est vraiment joyeuse. Elle a juste une façon simple de vivre sa vie. Avait beaucoup de, avait beaucoup de choix, en fait, et elle est juste comme ça. Et c'est une personne à côté duquel c'est toujours agréable d'être, en fait. Toujours agréable, sans prise de tête, etc. Et à un moment donné, on s'était perdu de vue. Et j'étais en circulation, à un moment donné, je l'ai vu, et c'était juste de la joie dans mon cœur de revoir cette personne. Je vais crier son nom, je lui ai fait la main, ça va. Mais j'étais juste super joyeux. J'étais juste super joyeux. Juste de l'avoir revu, en fait. Et une autre fois, j'étais au téléphone avec un ami à moi qui était, qui était passé la voir.
Et bon, on s'était juste appelé pour un autre truc, hein. Je l'ai appelé pour un autre truc. On causait, il me disait, voilà, qu'il était chez telle personne. Et j'étais juste en joie, en fait, parce que ça faisait longtemps, je l'avais vu aussi, la dame, et je dis, oh, voilà, etc. Et donc, c'est juste comme ça. Ça peut sembler, voilà, banal, mais voilà un genre de truc, par exemple, qui a été synonyme de joie pour moi. Maintenant, le plus de joie dans ma vie, c'est, bon, je n'ai pas de réponse réelle pour cela. Ma joie, c'est au quotidien, en fait, et puis j'avance. Et je ne parle pas de bonheur ou de, non, je parle de cet état. Joie, c'est enthousiasme, un enthousiasme naturel pour les choses, etc. Donc, quel est le livre qui vous a le plus marqué et pourquoi? J'ai une réponse à cette question et ma deuxième réponse est la réponse à une autre question qui ne m'est pas posée. Je vais répondre à la question qui ne m'est pas posée. Le livre qui pour moi, on parle bien de bouquins écrits, hein, que je considère le plus important pour moi, c'est la Bible. Pour un certain nombre de raisons, qui ne sont pas les raisons communes. Cependant, si on va parler de, ok, on va dire, ok, quel est le livre qui vous a le plus marqué, pourquoi? Du point de vue du genre, ok, tu as terminé un bouquin, ça t'a marqué. À y penser, et qui m'a marqué. Il y en a deux. Il y en a deux qui m'ont vraiment marqué. Quand je dis marqué, c'est what the fuck que ça m'a marqué. Le premier, par ordre, au fait, de découverte de ces bouquins. Le premier, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ce bouquin, je l'ai lu, je l'ai relu. C'est un truc c'est un bouquin qui me parle, qui m'a beaucoup parlé. Et le deuxième bouquin, c'est Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. C'est un bouquin qui m'a vraiment, vraiment marqué. C'est un petit truc comme ça, mais l'écriture est simple, elle est très belle, et puis elle m'a touché dans ce que j'ai dans toutes les fibres de ma sensibilité, au fait. C'est très bien écrit, Le Petit Prince. Très bien écrit. Et puis, ce qui était extraordinaire, ça exposait, en fait, un paradoxe mathématique. Le, c'est le truc là de Schrödinger. J'ai oublié le nom. Oh, j'ai oublié le nom je crois que, attends. Moi, je sais pas mon truc sur moi. Ouais. Ça va me revenir le truc exact. Mais bon, quand je dis Schrödinger, la plupart des gens doivent savoir de quoi je parle. C'est, c'est bien écrit, Le Petit Prince. C'est bien écrit. Et bon, Paulo Coelho avec l'alchimiste. J'ai lu la plupart de ses bouquins, mais pour moi, c'est l'alchimiste, en fait, c'était mon premier bouquin de lui déjà. Et, et de loin, c'est celui qui m'a vraiment marqué, qui me parle. Hmm. Quel a été le moment le plus charnière de votre vie jusqu'à présent? Le moment le plus charnière de mon existence, je veux donner comment on appelle ça? Enfin, c'est pas vraiment un indice, mais avant de donner la réponse, en fait, je vais donner, en fait, quelque chose qui va mettre sur la piste. Je sais plus qui le disait, si c'est Freud ou Carl Jung, c'est entre les deux. Il me semble que c'est Jung. Non. Bon, anyway, je ne sais plus exactement, c'est entre Freud et Jung, il me semble, qui disait que tu deviens un homme le moment où tu perds ton père.
C'est seulement à ce moment-là que tu deviens un homme. Et lorsqu'il a dit, je sais plus lequel des deux l'a dit, mais l'autre a rebondi sur le concept en disant que, en fait, tu peux devenir un homme sans avoir perdu ton père. C'est-à-dire, il s'agit pas forcément, en fait, du mort physique qui fait grandir l'enfant, qui fait de l'enfant un homme. Mais ça peut être psychologiquement. Le processus peut se réaliser psychologiquement sans qu'il y ait éventuellement la mort physique du père. C'est-à-dire que tu peux avoir ton père en vie, tout vieux, tu es tout vieux. Et tu fais ce passage. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est donc éventuellement pas, la connotation de la chose n'est pas une connotation, une perception physique, au fait, du passage, du rite de passage à l'âge adulte. Pardon. Mais c'est plus une évolution, je vais dire psychologique, de l'individu, qui va passer d'un âge mental d'enfant à un âge mental adulte. Et ce qui veut dire que, éventuellement, la mort physique de l'individu va juste être un déclencheur, en fait, de ce processus mental. Ou, même s'il n'y a pas mort physique, l'individu peut volontairement décider, en fait, de faire ce processus mental-là, en ayant bien à ses côtés, en fait, son paternel. Et dans mon cas, c'était littéralement une mort. C'était littéralement une mort physique. Et ça a été un moment charnière. Disons que pour la première fois dans ma vie, il y avait une sensation nouvelle. D'accord, une sensation que je n'avais jamais connue. C'est-à-dire que je n'étais pas conscient de la sensation contraire jusqu'à ce qu'il quitte, en fait, ce monde. Et la sensation, c'était comme, ouais, comme vous êtes là, et puis, supposons que vous avez, hmm, supposons que vous avez comme, un parasol qui est au-dessus de votre tête. Supposons qu'il y a c'est une journée en soleil, vous êtes au dehors. Et il y a un parasol qui est au-dessus de votre tête. Vous savez qu'il y a un parasol qui est au-dessus de votre tête. Mais lorsqu'on enlève le parasol, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous protège, en fait, du soleil qui n'est plus là. Et genre, c'est pas comme un vide, mais c'est un peu comme un manque, comme si quelque chose avait quitté de par-dessus, en fait, voilà. Et bon, et c'était assez particulier comme ressenti à l'époque. Et il y a certaines choses qui vous obligent à grandir. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre le rythme là, mais éventuellement c'est un appel. Et, et c'est toujours une bonne chose, au fait, de répondre à cet appel. Si je vais le formuler ainsi. C'est toujours la chose à faire que de répondre à cet appel. Ce que je suis en train de dire suppose que ce n'est pas tous ceux qui ont donc du coup perdu, en fait, leur père qui vont faire ce passage-là. Parce qu'encore faudrait-il savoir de quoi est-ce que l'on parle quand on parle de devenir un homme dans ce contexte-là. Mais bon, pour rester dans le cadre de la question, le moment le plus charnière jusqu'à présent, c'est cet incident-là. Et voilà. Et voilà. À quoi ressemble votre journée idéale? Journée idéale, c'est une journée qui commence sans réveil. En fait, ce qui me réveille, c'est voilà, je veux, je veux juste rentrer dans la journée ou pas. Les activités que j'ai à faire, en fait, dans la journée qui sont suffisantes comme motif pour me lever, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas de gadget pour sonner dans mes oreilles, mais ok. Ah, il y a des choses que j'ai à faire dans la journée. Je suis impatient, en fait, ok. Et je me réveille. Et je me réveille une journée idéale. Bonne humeur, forcément. Éventuellement, une matinée tranquille.
sont, j'ai- disons que j'aime les matinées silencieuses. C'est-à-dire le moins de bruit autour de moi, le mieux je me porte. Quand je dis le moins de bruit, c'est-à-dire, on peut être 1000, mais s'il vous plaît, vous, les 999, fermez-la, quoi. Fermez-la. Silence. Vous pouvez mettre vos écouteurs, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous pouvez marcher, circuler, bouger, etc. Mais de grâce, pas de bruit. Que ce soit en termes d'objets à bouger ou bavarder, fermez-la. Pas de mettre la musique. Fermez-la. Généralement, euh, le matin, les premières heures de la journée, pour moi, je vais les utiliser. Ou les premières minutes, ou la première, ou les 2 premières heures, je vais les utiliser à mettre de l'ordre dans mes idées, à faire mes suggestions, à faire ma prière, etc. Et je réduis le maximum d'interférences, en fait, avec ce processus. Réduire le maximum d'interférences. Une matinée bien au calme, tranquille. Une matinée idéale. Et une journée tranquille, en fait. Où je suis dans mes activités. Je suis dans mes activités. Et éventuellement, je fais des deals. D'accord? Éventuellement, je rencontre de nouvelles personnes. Une journée pleine d'action, disons-le comme cela. Où je suis en train de créer quelque chose et je suis en train de créer de la valeur. Fait. Je suis en train de bouger. Je suis en train de poser des actions. Et l'autre chose, ça va être le moment avec la famille. Mais bon, disons que perso, ça rejoint un truc que je trouve plus approprié pour moi dans les heures tardives du soir. C'est un peu comme quand il y a un concept avec lequel je fonctionne, delay gratification. Et je considère un peu comme, vous voyez, c'est un moment où l'on se retrouve dans un environnement plaisant, doucereux. C'est comme de la gratification, en fait, que je, je préfère reléguer à plus tard. Je fais la partie la plus importante, pas la plus importante forcément, mais la plus dure, d'accord, qui ne nécessite pas, en fait, d'investissement émotionnel en tant que tel. D'abord et après, en fait, voilà, tu te prends avec ta famille et puis, faut passer un moment tranquille, quoi. Quand tout est déjà fait, faut passer un moment tranquille et voilà une journée pour moi. Bien sûr, il y a des chapitres que j'ai sauté, en fait, dans cette série, mais pour faire du ramasser, une journée idéale. Rien de plus, tout aussi naturel que n'importe quelle journée pour n'importe qui, au fait. Bien. Quelle est votre façon préférée de vous détendre et de vous déstresser? Je ne me rappelle pas. Évidemment, disons que tout le monde va stresser et tout le monde va être tendu pour une raison ou pour une autre. Mais franchement, je n'évolue pas dans ce framework, dans ce cadre, en fait, dans ce cadre d'action. La façon dont dès que mon attention n'est tellement pas portée, en fait, sur ces notions-là de stress et de tension que je ne me structure pas, ou je ne structure pas mes activités en fonction de ces éléments-là. Puisque, en fait, pour moi, ok, un certain degré de tension va être lié au type d'activité que je suis en train de mener. Et pour moi, ça fait partie de la dynamique. Donc, c'est totalement ok. Maintenant, aussi, stress particulier, ouais, bon, ok. Situation peut être particulièrement stressante. Mais pour moi, le stress, là, va passer dès que la situation est résolue. C'est bon, j'ai fini avec ça. Mais même si la situation n'est pas résolue et si la situation n'est pas résolue, est-ce que je peux vraiment déstresser? Parce que le problème reste intact, au fait, pour moi. Donc, quelque chose que je vais prétendre faire, je vais quand même penser au problème. C'est un peu comme tu es chez toi, tu es avec ta famille et tu sais que la porte de l'arrière n'est pas fermée et que éventuellement quelqu'un veut passer. Et tu veux prendre du bon temps quand même. Que tu le veuilles ou pas, tu auras toujours ton esprit sur la porte qui n'est pas fermée. Est-ce que tu peux vraiment prétendre donc te déstresser?
je ne crois pas. En ce qui me concerne, je ne vais pas fonctionner comme ça. Et je n'ai pas de souci avec le fait d'être dans cet état-là. Un état de tension pour faire quelque chose ou pour accomplir quelque chose. Je n'ai absolument pas de souci. Donc, je ne recherche pas à être déstressé de cela ou à être détendu de cela. Donc, par contre, pour moi, je fonctionne en termes de problème-solution. Problème-solution. Dès que tu me sens un problème, parce que c'est la solution. Je suis solution-oriented. Solution-oriented. Mon cerveau, il est paramétré sur solution. Ok, c'est quoi la solution à cette situation plutôt que le drame qui va générer le stress et la tension. Bien sûr, forcément, il y a un certain degré de stress, etc. Et forcément, il y a de la tension, mais encore une fois, ce n'est pas mon focus. Et pour moi, ce n'est pas... Disons que j'ai intégré que ça fait partie, en fait, de la dynamique. Ça ne me met pas forcément à l'aise, d'accord, de se sentir stressé par rapport à certaines choses, etc. De ne pas avoir dans le contrôle de certaines situations. Mais overall, c'est tout. En prenant tout en compte, d'accord, ça va, quoi. Pour moi, c'est le relief. Mon soulagement vient juste de la solution, en fait. Maintenant, si éventuellement on va parler de ce que je peux faire pour euh, bon, être plus free, quand je suis free, quand je suis pas en train de travailler, etc. J'aime bien marcher. J'aime bien marcher. Je préfère encore plus courir. Et je vais très souvent marcher. Et encore, quand je marche, je vais être encore dans mes pensées, d'accord, à structurer telle chose, penser à telle ou telle chose. Donc, il n'y a pas vraiment de bouton pause, au fait. Je suis toujours en train de faire un truc de ce point de vue et voilà. À quel personnage de fiction vous identifiez-vous le plus et pourquoi? La dernière fois, je parlais avec un frère à moi et lui plutôt m'identifiait à... En fait, c'est pas un peu un contexte donné et j'ai l'image de... Enfin, ce qui ressortait quand tu prends les différents éléments, en fait, de la situation. En fait, on parlait, il me dit, mais, genre, ça c'est du Jack Sparrow, en fait. Le pirate des Caraïbes. Donc, genre, moi, c'est du Jack Sparrow, quoi. Je dis, ok, oui, bon, si on tient compte de la situation, ouais, effectivement, c'est du Jack Sparrow. Bien sûr, je suis super fan de Jack Sparrow, c'est l'un de mes préférés. Mais, ce serait pas celui auquel c'est pas celui auquel je m'identifie vraiment moi-même. Si je devrais parler de moi m'identifier à un personnage, ce serait Monkey D. Luffy. Et la question c'est, et pourquoi? Pourquoi c'est, Sparrow c'est plus ce côté fun de la chose. Ben, en fait, Monkey D. Luffy, One Piece pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé. Et mon truc c'est plus l'idée qu'il incarne, l'idée de la liberté, l'idée qu'il incarne, ce qu'il incarne. Et au-delà, en fait, de l'anime, ce que le message de, de l'auteur en fait, qui met le personnage dans une position pseudo-messianique, ouais, un peu, le truc, mais c'est-à-dire que l'individu est supposé être un épitome de l'imagination, et d'une imagination qui s'éveille avec sa capacité à accomplir littéralement tout ce qu'elle veut, en fait, cette imagination. Et c'est un personnage et j'aime tout de cet anime-là. J'aime tout de cet anime-là. Et en parlant d'identité, enfin, de m'identifier à un personnage,
pour être honnête, ce n'est pas que, oui, la question n'est pas mon personnage préféré, mais celui auquel je m'identifie. Donc, c'est littéralement moi qui dis Luffy. Quoique, bizarrement, ce n'est pas forcément mon personnage préféré. Ouais, un peu, mais c'est celui auquel je m'identifie pas en termes de ressemblance, mais ouais, lorsque lorsque tu es, parlons maintenant d'individus réels. Lorsque tu vois un individu, il t'inspire et tu aspires à être comme l'individu. Voilà. Du point de vue de ce que le personnage là représente, en fait, le personnage dans son écriture est une inspiration pour moi. C'est ce thème-là, en fait, que je m'identifie à lui, en fait. C'est dans ce thème-là que je m'identifie à lui. Et donc, voilà. Avec le recul, quel conseil donneriez-vous à une version plus jeune de vous-même? Question, j'ai pas de réponse. Qu'est-ce que je dirais à Dumas du passé? Quel conseil, pas qu'est-ce que je lui dirais, quel conseil donnerais-vous? Quel conseil, pas qu'est-ce que tu lui diras tout juste? Qu'est-ce que je peux dire à Dumas du passé? Je vais éventuellement répondre à cette question une autre fois, parce que là, tout de suite, il y a certaines choses que je peux dire. Mais je préfère y penser plus sérieusement avant d'y répondre. Je préfère y penser plus sérieusement avant d'y répondre. Bien. À quoi ressemble pour vous, à quoi ressemble une journée type pour vous dans votre rôle actuel, dans mes fonctions actuelles? Journée type, c'est, une seconde. Journée type actuellement pour moi, c'est comme tout le monde, hein, tu te lèves le matin, tu prends soin de toi-même et je vais travailler. Généralement, en boulot, il y a des tâches qui sont quotidiennes que je mène. Et après, il faut interagir avec le personnel. Et des fois, généralement, ça va attirer l'attention sur telle chose qui n'est pas encore effectuée ou telle chose qui doit être effectuée, etc. Rectifier le tir sur certaines choses, quelquefois des appels pour répondre à une ou deux questions, mais puis retourner dans le restant des tâches de la journée. Et cette fois, c'est pas forcément des tâches quotidiennes, mais un certain nombre de trucs que j'ai à faire pour la journée là. Et suivant, en fait, le type de journée, il y a des trucs que je dois rendre et pour lesquels, ok, je vais juste bloquer, en fait, du temps dans la journée pour mener ces activités-là. C'est indépendamment des tâches classiques de la journée, je vais juste me concentrer sur cette tâche-là, puisque justement, dans ma position, je vais être éventuellement celui en charge de mener ces activités-là. Donc, il faudrait donc que j'y blanche. Donc, je vais éventuellement mener ces activités-là. Et ça peut me prendre la journée. Et c'est bon, je bouge. Ou, ça va être une journée classique avec les mêmes tâches de la journée. De façon classique. Là, je suis pas en train de donner des détails particuliers. Et je pense pas que ce soit nécessaire. D'accord. Il y a pas mal l'interaction dans mon activité est plus avec les collaborateurs immédiats, ceux avec qui je travaille au quotidien. Je suis dans la santé et donc, mais dans ma position, je ne vois pas souvent les patients. C'est ok, mais il y a beaucoup de choses à faire de l'autre côté. Il y a beaucoup de choses à faire de l'autre côté dans cette dynamique-là
que je suis. À la fin, je bouge, je rentre chez moi, je filme un épisode ou pas. Si je suis pas en train de filmer, je suis en train de faire autre chose. Et souvent, je vais passer du temps, un certain nombre de temps sur le net pour suivre des trucs sur des sujets qui m'intéressent. Des fois, ça peut être des trucs super. C'est pas souvent des sujets communs. D'accord. Mais je vais souvent, éventuellement suivre des trucs sur des sujets qui m'intéressent. Et je vais donner un exemple. À un moment donné, le clair de mon temps, quand je rentrais, je le passais, en fait, parce que j'étais en train de mettre en place mon protocole du point de vue de, parce que je fais ce que l'on va appeler comment on appelle l'histoire là déjà? Le nom est en train de m'échapper. Biohacking. Voilà. Du biohacking. Et donc, j'allais sur beaucoup soit des podcasts, bon, généralement des podcasts, c'est des vidéos podcasts, c'est essentiellement sur YouTube, d'accord, et où je vais suivre différentes personnes, d'accord, références dans le domaine de la santé, hein, généralement. Pas forcément, mais généralement dans le domaine de la santé, qui vont parler au fait de différentes études qui ont permis d'avoir différents tels résultats, et de ces résultats-là, en fait, il y a des protocoles qui sont établis où je peux tirer moi-même un protocole et l'inclure, en fait, dans mon protocole, enfin, dans mon grand format de protocole de biohacking. Et voilà. Donc, je vais éventuellement suivre beaucoup de choses, sur exactement le même truc pour balayer, en fait, le plus d'informations possible et mieux comprendre, en fait, les enjeux. Et donc, comment exactement, en fait, telle ou telle chose, par exemple, sur intermittent fasting, comment on dit ça en français, le jeûne intermittent. Voilà. Et je me suis mis mais généralement, ça va pas par exemple sur le jeûne intermittent à proprement dit. Par exemple, je suis des trucs du docteur David Sinclair. Et c'est une question d'épigénétique, quand il parle. Mais la notion de jeûne intermittent va être abordée, développée du point de vue, au fait, de son rôle dans l'autophagie. Dans l'autophagie. Et puis, d'autres éléments, hein, des trucs qu'il faut prendre, genre, dans son protocole, et il a inclus enfin, il y a un médicament qui est utilisé dans certaines maladies. Je vais pas évoquer le médicament ici. Je sais pas que c'est un nom, c'est pas c'est un truc bizarre, mais bon, je préfère juste ne pas l'évoquer. Et donc, qu'il l'utilise dans son protocole. Et en dehors de ça, il y a certains types de compléments alimentaires, en fait, sur lesquels il a eu à faire. Enfin, on va les classer des compléments alimentaires aujourd'hui. Puisque ce sont pas, ils sont pas considérés comme médicaments. Jusqu'à l'heure où on parle. Sur lesquels il a fait, ses études dans son laboratoire à Harvard. Et donc, qu'on appelle le fruit de ses recherches, il les avait partagés longtemps. Il n'y a pas que lui que je suis, beaucoup de gens. Et des gens, en fait, qui disent des choses différentes de lui aussi. Et l'idée, c'est de voir, ok, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Quelle est l'information qui était vraie, qui ne l'est plus, au vu de certaines informations, d'une nouvelle approche, etc. Et quel est le protocole que je peux établir parce que je suis en train de gagner telle chose du point de vue du biohacking. Et éventuellement, je vais prendre une note, d'accord, et à un moment donné établir, ok, le point, c'est-à-dire comment telle chose sur laquelle je vais jouer va interagir avec telle autre chose, etc. Et ça me donne une idée claire, en fait, de qu'est-ce qui se passe réellement. Et voilà, je navigue plus aisément, en fait. Et le biohacking, ça va passer par beaucoup de choses, hein. Ça va passer par la régulation du sommeil. Ça va passer par l'alimentation. Ça va passer au-delà de l'alimentation, de la prise de compléments. Ça va passer par un truc aussi simple que, ok, au lever du jour, prendre les premiers rayons du soleil. Ça permet de programmer, d'accord, ici. Et au coucher du jour, les derniers rayons du soleil aussi. Ça permet de reset ici, par exemple. Et il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup. Et
le truc, c'est que finalement, en fait, ça te permet de mieux comprendre comment fonctionne le corps humain, en fait. Comment la plus belle machine qui soit fonctionne et comment l'entretenir pour qu'elle puisse traverser le temps le plus longtemps possible en bon état. En bon état. Et donc, hmm, donc voilà. Pour parler de une journée type pour moi. Investir ça dans le professionnel, soit dans ceci que je suis en train de faire. En temps, j'avais d'autres activités extra que je menais, mais là, je suis en train de plus concentrer, en fait, mes activités sur des choses bien particulières, c'est-à-dire Pareto. Moins d'efforts, plus de résultats. Moins d'efforts, plus de résultats. Donc, moins de temps consacré, éviter de me disperser, en fait. Et donc, voilà. Ce qui fait que, actuellement, le champ d'activité que je mène est bien limité, mais ce sont des activités bien précises avec des objectifs bien précis. Et sur cette note, je crois que je vais arrêter la session du jour. Allez, on se reprend.